Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mardi 5 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Nouvelle manifestation en France, cette fois l'appel de la CGT, l'un des principaux syndicats de salariés avait appelé une grève générale pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron et dénoncer les injustices sociales. Des Gilets jaunes se sont joints au rassemblement. Le bras de fer pour le pouvoir se poursuit au Venezuela où Juan Guaidó est désormais soutenu par la grande majorité des pays européens et américains. Mais Nicolás Maduro résiste. L'armée, pilier du régime, finira-t-elle par le lâcher? Analyse dans ce journal. Donald Trump, très attendu au Congrès où il va prononcer son discours sur l'état de l'Union. Il intervient après le plus long shutdown de l'histoire qui a affaibli le président américain, très critiqué pour sa gestion de la crise budgétaire et sa politique étrangère. Et puis le groupe Apple a accepté de verser 500 millions d'euros à l'État français pour solder 10 années d'arriérés d'impôts. Cette entente a lieu alors que la France milite pour une taxation européenne des GAFA, les géants du numérique. Bienvenue, je vous le disais en titre, la France a été le théâtre ce mardi de nouvelles manifestations. Le syndicat CGT avait lancé un appel à la grève et à des rassemblements pour protester contre la politique du gouvernement. Les revendications portent notamment sur les salaires et les injustices sociales. Des revendications portées également par les Gilets jaunes qui se sont joints en partie au mouvement. Maxime Weiss. La journée devait livrer des réponses. Elle se referme pourtant en laissant encore de nombreuses questions en suspens. Gilets jaunes et syndicats peuvent-ils s'unir? Après des mois de mouvement, la CGT plaide désormais la convergence des luttes et tente d'expliquer ce retard à l'allumage. C'est des citoyens et des salariés qui n'ont jamais croisé de syndicat. Forcément, ils ont peut-être une image faussée du rôle des syndicats, de ce qu'ils font. Donc il a fallu apprendre à se connaître. Dans le cortège parisien, 30 000 manifestants selon la CGT, moitié moins pour la police et de nombreux gilets jaunes. On n'est pas syndicalisés, c'est pas la même chose. On est ensemble les uns à côté des autres. On est solidaires. Il y a une solidarité, c'est important. En fin de cortège sur la place de la Concorde, des heurts ont éclaté avec la police. Des témoins ont rapporté des tirs de flashball contre les manifestants. Des violences absentes de la plupart des défilés dans les autres grandes villes de France. Toujours en France, violent incendie la nuit dernière dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier huppé de la capitale. Le bilan humain est particulièrement lourd. L'enquête s'oriente vers la piste criminelle. Une habitante de l'immeuble a été interpellée. Le point avec Cyril Fourneris. En France, un violent incendie a ravagé un immeuble d'habitation du 16e arrondissement de Paris. Au moins 10 personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées, dont 6 pompiers. Il aura fallu près de 6 heures d'intervention aux pompiers pour finalement réussir à maîtriser cet incendie à l'aube ce matin. Cet habitant raconte. Des gens qui crient parce qu'ils sont bloqués, donc ils sont sur les balcons et ils attendent. Ça sent le cramé partout, ça sent la fumée. Et ouais, c'est un gros incendie, quoi. Une dizaine d'habitants s'étaient réfugiés sur le toit de l'immeuble de 8 étages pour échapper aux flammes. Au total, une cinquantaine de personnes ont été évacuées par les pompiers. Le feu serait intentionnel. À ce stade, et donc avec les éléments dont nous disposons, c'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Cette personne donc a été interpellée dans la nuit, non loin des faits, non loin de l'incendie, et elle est actuellement en garde à vue. La personne en garde à vue serait une femme de 40 ans qui habitait l'immeuble et présentait des antécédents psychiatriques. 2 immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution et les habitants relogés. Dans l'actualité également, la pression internationale s'accentue sur Nicolás Maduro, le président en exercice du Venezuela. Près de 20 pays européens ont reconnu désormais Juan Guaidó comme président par intérim. Et le groupe de Lima, qui réunit plusieurs pays américains, a appelé l'armée à tourner le dos à Nicolás Maduro, qui bénéficie toujours du soutien de puissances comme la Russie ou la Chine. Alors jusqu'à quand Maduro va-t-il tenir ? Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à la compagnie pétrolière vénézuélienne pour asphyxier un peu plus le régime.
Écoutons l'analyse de Gaspard Estrada, spécialiste de l'Amérique latine, interrogé par Christophe Garrache. Gaspard Estrada, bonjour et merci d'être avec nous sur Euronews. Vous êtes le directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris et vous suivez naturellement de très près la situation au Venezuela. Alors, Washington a bloqué les revenus pétroliers du Venezuela dont profite essentiellement l'armée. L'idée, c'est quoi? D'étrangler financièrement les centaines de généraux qui soutiennent encore Nicolás Maduro? Oui, je pense que cette stratégie, cette décision prise par Washington a deux objectifs. Le premier, c'est pouvoir donner des moyens à l'opposition vénézuélienne qui, certes, dispose d'une légitimité internationale, que ce soit les États-Unis, les pays latino-américains, de nombreux pays européens, mais c'est un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas de moyens pour pouvoir fonctionner. Donc de ce point de vue-là, cette décision vise à combler cette lacune, mais de l'autre, et la question de fond, c'est de faire en sorte de plier les généraux qui aujourd'hui soutiennent dans leur grande majorité le régime de Maduro. Est-ce que cela peut fonctionner? Alors, il s'agit d'une mesure très radicale puisqu'elle va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie vénézuélienne qui dépend à 96% des exportations de brut pour pouvoir importer et donc vivre. Donc cela aura un impact très important sur le quotidien des Vénézuéliens. Je pense que cela peut finir par fonctionner compte tenu de l'incapacité d'autres pays, d'autres acteurs qui pourraient soutenir M. Maduro à combler cette lacune, mis à part un pays, la Chine. Sans le soutien de la Chine, sans la substitution de la Chine, je pense que ce plan pourrait fonctionner. Après, on ne peut pas exclure qu'il y ait une solution un peu à l'irakienne, dans laquelle il y a des sanctions très dures qui sont imposées, mais un gouvernement, un régime qui reste en place. Alors, tous les pays aujourd'hui qui soutiennent Juan Guaidó appellent à de nouvelles élections présidentielles. Pensez-vous que Nicolás Maduro puisse participer à ce nouveau scrutin ou alors son départ est-il incontournable? Je pense que son départ aujourd'hui ne fait plus trop de doute, que ce soit à moyen ou à long terme. Je pense que s'il y a des élections présidentielles organisées à court terme, il faudra que le courant chaviste puisse être représenté, puisque dans le cas contraire, il n'y aura pas de pluralisme politique. Or, c'est justement ce qu'on reproche aujourd'hui à Maduro, c'est qu'il a été élu à la suite d'un processus non compétitif et donc non démocratique. À court terme, la prochaine étape, c'est quoi? À court terme, la prochaine étape, c'est le fait que le gouvernement de Guaidó s'affirme. Il y a des manifestations qui sont prévues le 12 février. Nous verrons s'il y a d'autres défections qui pourraient se multiplier au sein de l'armée, puisque sans un mouvement important de la part de l'armée, Maduro restera en poste. Le pape François conclut une visite de 3 jours aux Émirats arabes unis, la première de l'histoire pour un souverain pontife dans la péninsule arabique. Visite historique et lourde de sens, lors de laquelle François a tenu à afficher sa fraternité aux musulmans. Olivier Peggy. Au dernier jour de sa visite aux Émirats arabes unis, le pape François a présidé une messe en plein air. Une célébration en présence de dizaines de milliers de fidèles. Des observateurs parlent de plus de 120 000 personnes rassemblées là, dans le grand stade d'Abu Dhabi. L'événement est inédit car dans ce pays, la foi chrétienne est tolérée à condition que sa pratique soit discrète et dans l'enceinte d'une église. L'homélie du pape, prononcée en italien, était traduite en arabe par haut-parleur. Les propos du pape ont fait écho à ce qui se passe dans la région, mais il se voulait aussi d'une portée générale. Il a appelé les chrétiens à être des artisans de paix, il a exhorté les peuples du monde entier à faire preuve de fraternité et à dépasser leurs désaccords. Il a enfin rappelé que la foi et l'amour devaient être des armes de paix. Cette visite historique du pape dans la péninsule arabique aura été marquée par ses appels à la paix au Yémen et par son plaidoyer pour un meilleur dialogue interreligieux. François s'est envolé dans l'après-midi pour rentrer au Vatican. Aux États-Unis, Donald Trump va prononcer devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union avec une semaine de retard en raison de la crise budgétaire qui a paralysé pendant plus d'un mois l'administration fédérale. Critiqué dans son propre camp, le président américain semble affaibli, mais il maintient le cap. Annelise Fantino.
Donald Trump doit prononcer ce mardi son discours sur l'état de l'Union dans la foulée d'un shutdown historique, le plus long qu'ait jamais connu l'administration américaine. Le président des États-Unis va tenter de redorer son blason et de miser sur l'unité nationale après l'échec des élections de mi-mandat qui ont conduit les démocrates à prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Il pourrait aussi demander le soutien des députés une fois de plus pour poursuivre la construction du mur à la frontière mexicaine. Je ne l'imagine pas dans une démarche d'apaisement. J'imagine mal les démocrates adhérer à cela si facilement. Et j'imagine mal les républicains ne pas applaudir. Donald Trump ne devrait pas faire d'annonce majeure, mais plutôt se concentrer sur les performances économiques. Il va parler de l'embellie de l'économie depuis son arrivée. Il parlera des derniers chiffres du chômage. Même si c'est controversé et pas vraiment exact, je m'attends à ce qu'il évoque la défaite revendiquée du groupe État islamique. Ces derniers mois, l'étau s'est resserré autour de la garde rapprochée du locataire de la Maison-Blanche dans l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Le président américain pourrait aussi se féliciter de l'ouverture de pourparlers commerciaux avec Pékin et des négociations en cours pour que la Corée du Nord abandonne le nucléaire. Theresa May se rendra jeudi à Bruxelles pour parler du Brexit alors que les Européens refusent toujours de renégocier l'accord de divorce avec Londres et en particulier le fameux backstop, le filet de sécurité lié à la frontière entre les deux Irlandes. La première ministre britannique qui s'est rendue aujourd'hui en Irlande du Nord. Fleur Martins. À moins de 2 mois de l'entrée en vigueur du Brexit, Theresa May est en visite à Belfast. La question de la frontière irlandaise reste le principal point d'achoppement entre Londres et Bruxelles. La première ministre britannique a tenté de répondre aux inquiétudes autour du fameux filet de sécurité, appelé backstop. Les gouvernements de l'UE et du Royaume-Uni se sont engagés à travailler ensemble dans le cadre de l'accord visant à quitter l'Union européenne. Ces gouvernements s'engagent à ne pas créer de frontières dures. En tant que gouvernement britannique, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. Si nous devions partir sans un accord, nous ferions tout pour éviter une frontière dure. Et bien sûr, le cas échéant, nous discuterions avec le gouvernement irlandais et l'UE. Mais nous travaillons pour aboutir à un accord et pour qu'aucune frontière physique ne soit créée entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. La chef du gouvernement britannique doit se rendre à Bruxelles ce jeudi. Elle y rencontrera le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour tenter de sauver l'accord de Brexit. Dans l'actualité également, on reparle de la taxation des GAFA, les géants du numérique, avec cette entente qui pourrait faire date entre l'État français et Apple pour régler un contentieux fiscal. Le géant californien du numérique a accepté de verser 500 millions d'euros au fisc. 500 millions d'euros pour compenser 10 ans d'arriérés d'impôts. La société Apple a déclaré avoir trouvé ce compromis avec l'administration fiscale française, avec laquelle elle est en conflit depuis plusieurs mois. Bercy jugeait en effet que le montant de l'impôt du groupe américain était trop faible, au vu de son chiffre d'affaires qui a explosé partout en Europe. La question de la taxation du numérique, c'est un rendez-vous de vérité pour l'Europe. Soit elle montre qu'elle est capable de s'unir, soit elle reste divisée et elle sera plus faible. La France a engagé un combat au niveau européen pour mieux taxer les géants du numérique comme Apple ou Amazon. Une démarche critiquée par certains États membres, dont la Suède et l'Irlande, qui s'opposent à l'instauration d'une taxe commune. Paris a d'ores et déjà annoncé que de son côté, les taxes seraient effectives dès 2019, sans attendre un éventuel accord au sein de l'Union européenne. Des images de fête pour terminer ce journal. Les communautés asiatiques à travers le monde ont célébré le Nouvel An chinois. Après le chien de terre, cette nouvelle année est placée sous le signe du cochon. Les détails avec Maxime Weiss. Il est minuit à Pékin et la Chine vient d'entamer une nouvelle année. Une cérémonie démesurée à l'échelle du pays. Plus d'1,3 milliard de Chinois rentrent dans l'année du cochon. Symbole de fortune et de prospérité. J'espère que ma famille sera en bonne santé, que je pourrai évoluer dans ma carrière. Et bien sûr, j'espère la fortune. Ce n'est pas très original.
Cette année, je passerai l'examen d'entrée à l'université, donc j'espère obtenir un bon score. À Hanoï, au Vietnam, les fidèles se rendent au temple bouddhiste. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, le calendrier importé de Chine est également basé sur le cycle de la Lune, chaque année correspondant à un signe du zodiaque, une tradition aussi religieuse que païenne, basée à l'origine sur le solstice d'hiver. Une année du cochon célébrée partout dans le monde, en Asie, en Amérique, jusqu'en Sibérie, où des températures largement négatives n'ont pas refroidi les espérances. C'est l'endroit où les drapeaux de prière sont accrochés pour l'année prochaine. Voici le cheval chanceux, pour nous apporter pendant un an bonheur, plaisir et prospérité. L'année du cochon se terminera le 24 janvier 2020. Ce sera alors le rat qui prendra le relais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à bientôt.